Bonsoir et bienvenue dans le Grand Direct. À la une ce soir, le masque en extérieur qui ne sera plus obligatoire à partir de demain et le couvre-feu à 23h qui prendra fin dimanche, annonce aujourd'hui du Premier ministre Jean Castex. Première réaction à suivre place Masséna à Nice. Le recours contre Thierry Mariani jugé irrecevable par le tribunal judiciaire d'Avignon, jugé hors délai. Il avait été déposé par des élus les Républicains au motif que la tête de liste Rassemblement national pour les régionales n'aurait pas de domicile réel dans la région. Et puis se former au geste de premier secours, une nécessité. À Cannes, la mairie organise des matinées de formation au premier secours sur la plage. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. Demain, ça y est, c'est officiel, nous pourrons donc tomber le masque en extérieur. Annonce aujourd'hui de Jean Castex, le Premier ministre qui a aussi annoncé la fin du couvre-feu ce dimanche. Des mesures prises un peu plus tôt que prévu en raison de l'amélioration rapide de la situation sanitaire. Détails et première réaction avec Kelly Vargin. Comme vous pouvez le voir derrière moi, certains ont déjà anticipé la mesure et ont retiré leur masque car il fait encore très chaud à cette heure-ci. Le Premier ministre l'a donc annoncé, la situation sanitaire s'améliore et s'améliore même plus vite que prévu. La France est repassée sous la barre des 2000 malades du Covid hospitalisés dans les services de réanimation. C'est une première depuis la mi-octobre de l'année dernière. Le nombre de nouveaux cas baisse également aux environs de 3000 contre 15 000 le mois dernier. Et c'est tout ça qui a encouragé finalement le gouvernement à alléger les mesures. Le port du masque donc qui ne sera plus obligatoire à partir de demain en extérieur. Il faudra tout de même rester vigilant, ne pas hésiter à le ressortir s'il y a beaucoup de monde autour de vous, par exemple dans les ruelles du Vieux-Nice ou sur les marchés. L'autre grande annonce, c'est la fin du couvre-feu. Il reste maintenu jusqu'à samedi 23h et puis dimanche, vous pourrez vous balader sans regarder votre montre. Des mesures plutôt bien accueillies ici à Nice. J'ai déjà anticipé, ça me paraissait assez logique vu les résultats, les derniers chiffres. Étant vaccinée, ma famille aussi, du coup le masque en extérieur pour moi me paraît complètement aberrant. C'est cool hein. Moi je suis contente. Avec la chaleur et tout ça devenait lourd quoi. On va pouvoir remettre du rouge à lèvres et en profiter. Est-ce que c'est pas trop tôt ? Bon, une pandémie, ça dure 3 ans. Je suis pas d'un naturel pessimiste mais je suis prudente. Vraiment, l'été, on a envie de se retrouver, de vivre un peu et c'était attendu et donc on est content que ce soit avancé. Et se dire on rentre quand on veut, quand on en a envie. Et ici, on profite de ce dernier jour avec ou sans le masque, en musique, avec un petit concert juste derrière moi. Dans l'actualité également, le maire de Sanary-sur-Mer jugé en appel aujourd'hui devant la cour d'Aix-en-Provence. En première instance, Ferdinand Bernard avait été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois ferme pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme. Précision de Thomas Bernard. Deuxième jour de procès pour Ferdinand Bernard, le maire de Sanary. En septembre 2020, il est condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois ferme, 5 ans d'inéligibilité et se voit confisquer plusieurs biens immobiliers. Les chefs d'accusation retenus à l'époque sont nombreux et variés. Détournement de fonds publics, usage d'un véhicule professionnel à des fins personnelles ou encore prise illégale d'intérêt et favoritisme. L'élu de 69 ans et maire de sa commune depuis 1989 avait fait appel de sa condamnation à l'époque, ce qui lui avait permis de rester à la tête de sa mairie et de mettre en attente toutes les procédures à son encontre. Les plaidoiries se sont éternisées toute la journée et étaient assez animées. Malgré la présence de ses 2 avocats, Ferdinand Bernard a assuré presque tout seul sa défense, donnant parfois lui-même les pièces du dossier à la présidente du jury. Pour le moment, le jugement n'est pas encore tombé. Le recours déposé par les élus Les Républicains contre Thierry Mariani a été jugé irrecevable tout à l'heure. Le tribunal judiciaire d'Avignon a établi que ce recours avait été déposé hors délai. Des élus demandaient en effet la radiation de la tête de liste pour les régionales en PACA au motif qu'il n'aurait pas de domicile réel dans la région. Valentin Rodriguez. C'était le grand absent de la journée. Pourtant, au cœur de l'affaire, le tribunal d'Avignon examinait la requête déposée contre le candidat RN Thierry Mariani pour domiciliation douteuse. Dans son camp, on parle d'une non-histoire. Il a un bail qui est signé d'une personne qui existe et ce bail concerne un appartement dans lequel il vit quand il est sur Avignon. Voilà. Donc là où il parle d'un faux bail, c'est parce qu'ils se sont trompés d'appartement, ils ont envoyé un huissier de justice au mauvais endroit qui a décrit un appartement qui n'a rien à voir avec celui décrit dans le bail et donc fatalement il vient vous parler d'un faux bail. Ils se sont trompés dans les délais pour déposer leur requête et ils se sont également trompés dans l'appartement de mon client. Effectivement, ça fait beaucoup.
Le Airbnb loué au cœur d'Avignon par Thierry Mariani est-il ou pas sa résidence principale? À cette question, la justice ne se prononce pas. Les magistrats ont jugé irrecevable la requête car déposée hors délai. Pour rappel, les militants LR l'ont formulée 8 jours après la publication des listes électorales, soit 24 heures trop tard selon la loi. Nous sommes maintenant à 4 jours du premier tour des régionales, soir électorale sur notre antenne le soir du premier tour, puis le débat de l'entre-deux tours, ça se passera ici sur l'antenne d'Azur TV, qui va devenir prochainement 3 chaînes, toujours plus proche de vous, BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. Rendez-vous donc le jeudi 24 juin de 8h30 à 9h30 pour ce débat de l'entre-deux tours. Il sera présenté par Jean-Jacques Bourdin. Et puis ce soir, on continue de vous présenter les différentes listes candidates pour ces régionales. Xavier Garcia pour le Rassemblement écologique et social. On est d'abord concentré sur les grands projets de la région. C'est d'abord plus de ferroviaires, puisqu'il y a 150 trains qui ont été supprimés dans la région sous le mandat de l'équipe sortante, et nous on veut les rétablir. Et puis plus particulièrement pour le département, on veut agir à plein pour les besoins, c'est-à-dire refaire nos lycées, et puis agir aussi pour la diversification économique. Le développement économique est une compétence de la région, et nous on veut saisir cette compétence à plein pour diversifier l'économie qui dépend trop du tourisme. Il ne s'agit pas de renier le tourisme, bien entendu, on continuera d'ailleurs d'aider les professionnels du tourisme dans cette période difficile, mais il s'agit aussi de trouver de nouveaux débouchés, notamment le débouché des industries de la transition écologique, et pour ça il faut du foncier. Il ne faut pas juste dépendre de l'aéroport. Et donc c'est cette stratégie que l'on déploie dans les Alpes-Maritimes. Et puis plus particulièrement aussi dans ce département, on veut du ferroviaire, et notamment sur la ligne Nice-Breytande qui a beaucoup de besoins. La gauche a réussi à se rassembler, ça a été long, ça a été difficile. Et puis vous savez, on partait de loin parce qu'avec le retrait de Christophe Castaner en 2015, eh bien, on ne se parlait plus au niveau régional depuis quasiment 6 ans. Et donc il a fallu remettre la machine en route. Mais depuis, ça se passe extrêmement bien, le rassemblement se fait à plein. Chacun a apporté sa pierre, et je crois qu'on a un beau projet justement qui à la fois se saisit des enjeux économiques, écologiques, mais aussi sociaux, parce que vous le savez, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On n'a d'ailleurs pas voulu discuter des positions sur le second tour, on en discutera dimanche à 20h. On compte bien se qualifier déjà pour le second tour, être dans la meilleure position possible, et ensuite on discutera des différentes options et des résultats qui apparaîtront. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas les résultats du premier tour et ça ne sert à rien d'en discuter. Moi je suis dans la dernière ligne droite, je suis très motivé, et dans les 72 dernières heures, je suis prêt à rien lâcher en tout cas. Plusieurs quartiers de la métropole de Nice privés d'eau courante aujourd'hui en raison de gros travaux sur le réservoir de Villefranche. Ce matin, les habitants ont pu heureusement se ravitailler en eau potable. C'est un reportage de Marie Juisto. Vous habitez le quartier? Oui. Vous avez l'eau coupée? Oui. Allez. Allez, ouvrez le coffre. Ah, je me charge. Je mets d'accord parce que le coffre, déjà, je suis allée faire mes courses en attendant parce que j'étais là à 9h. C'est comme par famille, hein? D'accord, bon, c'est bon. Il assure la distribution d'eau potable dans le quartier de l'Observatoire. Ce mercredi matin, Jean-Claude donne à chacun des riverains 6 bouteilles d'eau minérale. Durant 24 heures, certaines zones de la métropole seront privées d'eau potable en cause des travaux de la régie Eau d'Azur pour augmenter la capacité des réservoirs. La Générale des Eaux, Eau d'Azur, est en train de rénover un capteur d'eau en haut pour passer la capacité de réserve à 7500 mètres cubes, ce qui est énorme. Et de ce fait, ils ont dû couper l'eau depuis ce matin 9h jusqu'à demain matin 9h. Pour ne pas manquer d'eau, les habitants de ces quartiers ont pu se fournir aux points de distribution comme ici, au col des 4 chemins. C'est surtout pour se laver et la vaisselle, éventuellement cuire des choses aussi, des pâtes, voilà. Je fais des provisions d'eau quand même, mais bon, pour se laver les mains, je me suis levée avant. Dès 9h ce matin, les premiers riverains sont venus chercher leur pack. Certains avaient encore de l'eau à 11h, mais ils sont venus pour anticiper après l'appel de la régie Eau d'Azur. Pour être certaine qu'on ne soit pas embêté avec tout ça. Ne serait-ce qu'un pack d'eau. Les communes touchées, Nice, Villefranche-sur-Mer, La Trinité, Èze ou encore Cap-d'Aille pourront retrouver un réseau d'eau normal demain à 9h. Demain, c'est le jour J pour les bacheliers des filières générales à Bac 2021, encore très perturbés bien sûr par la crise sanitaire. Ils passeront demain l'épreuve de philo, seule épreuve en présentiel avec le grand oral. Et pour la philo, seule la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve sera retenue. Un choix que regrette le syndicat d'enseignants SNES-FSU. Selon les établissements,
les pratiques ont été différentes et certains élèves ont eu la moitié des heures de cours, d'autres ont eu toutes leurs heures de cours, mais avec éventuellement des absences liées à la maladie. Donc les conditions de préparation ne sont pas du tout optimales. Et les décisions qui ont été prises très tardivement par le ministère de permettre aux élèves de garder la meilleure des 2 notes entre l'épreuve de demain et les notes de contrôle continu a aussi beaucoup compliqué les dernières semaines parce que pour les élèves, c'était très démobilisateur. Une partie de nos élèves sait déjà qu'avec leur moyenne de contrôle continu, ils ont le baccalauréat, en philosophie en tout cas. Et donc c'est très difficile quand on a 17 ou 18 ans de se dire qu'on va réviser sérieusement et pendant 4 heures, vraiment donner le meilleur de soi-même. On s'attend un peu à trouver toutes sortes de choses dans les copies parce que certains élèves vont se retrouver devant une copie tout en sachant qu'ils ont déjà une très bonne note dans leur moyenne et que ce sera peut-être l'occasion de s'amuser un petit peu. On a vraiment le sentiment qu'on nous oblige à faire semblant et qu'on oblige aussi une grande partie de nos élèves à faire semblant. Et c'est vraiment un problème quand on parle d'une chose aussi sérieuse que le baccalauréat. Allez, ce soir, on vous emmène au théâtre avec la présentation de la programmation du théâtre Antea à Antibes. Nous sommes avec Daniel Benoît, directeur de ce théâtre d'Antibes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Alors, vous avez présenté cette programmation pour cette nouvelle saison, pour cette reprise même. On imagine que cette programmation réserve pas mal de jolies surprises. Si vous voulez, il a été un peu compliqué dans un premier temps de savoir si on allait faire une programmation forte, disons à l'image des programmations précédentes, ou si on allait faire une programmation plus prudente en fonction de l'impossibilité dans laquelle nous étions de savoir si effectivement le public allait revenir tout de suite, etc. Bref, on a donc fait le choix, bien évidemment, de ne pas être prudent, qui a constitué pour nous à faire une programmation forte et, disons, quand même de reprise en faisant à la fois, si vous voulez, un certain nombre de créations et de coproductions importantes et en même temps de favoriser, si vous voulez, au-delà de ces 15 productions ou coproductions, de favoriser ce qui était humour, chansons, concerts, sans oublier bien évidemment le théâtre. Oui, parce que l'enjeu, c'est de faire revenir le public, bien sûr. Combien d'abonnés vous comptiez auparavant et combien vous espérez en avoir prochainement ? Alors, disons que quand la pandémie est arrivée, on était dans la saison 19-20 et on avait 14 000 abonnés. Par la suite, après le premier confinement, entre 20 et 21, donc on en a quand même perdu à peu près 3 000, 3 500. Ce qui nous semblait assez normal, et puis on espère quand même ne pas en perdre encore une fois suite au confinement de cette année. On espère, si vous voulez, arriver à peu près à 10 000, 10 500, mais pour revenir au niveau de 14 000, il faudra attendre 2 ans. Et alors, sur quoi misez-vous cette saison pour faire revenir le public ? C'est ce que je vous ai dit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des productions très importantes. Je veux dire, on a 2 spectacles qui vont se jouer partout, qui ont été créés ici, L'Avare et puis Disgrace, qui vont se jouer partout en France, en Europe. Et donc ça, c'est important pour l'image, bien évidemment, d'Antea en France et à l'étranger. Mais il y a aussi enfin, beaucoup de spectacles invités. Et les spectacles invités, c'est des concerts avec, par exemple, Bruel, Cabrel, avec... Voilà, un certain nombre de concerts. En tout cas, on imagine que du côté des pièces aussi de théâtre, vous comptez peut-être sur 2-3 pièces phares qui tirent en avant la fréquentation du théâtre. Est-ce qu'il y a des pièces sur lesquelles vous comptez particulièrement cette saison ? Oui, si vous voulez, on a beaucoup de pièces, dont celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que si vous voulez, rien que la pièce Disgrace, par exemple, c'est une pièce dans laquelle il y a Sami Bouajila qui a quand même eu le César du meilleur acteur cette année. Et cette présence de Sami dans cette pièce va bien évidemment attirer beaucoup de monde, parce que c'est quelque chose, si vous voulez, qui est extrêmement rare d'avoir immédiatement un César du meilleur acteur dans une pièce de théâtre, surtout quand il n'a pas fait de théâtre depuis 15 ans. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, là d'important, mais il y a aussi les accueils, bien évidemment, de spectacles. On va accueillir à la fois Lucchini, à la fois Édouard Baird, Vincent De Dienne, Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Gad Elmaleh, enfin plein de gens comme ça, si vous voulez, qui vont être là présents et qui vont avoir une importance très grande dans le redémarrage. Et
chose très importante, ils ont tous très envie de nous aider à redémarrer, parce que depuis que ce théâtre existe, c'est-à-dire depuis 7 ans, ces gens sont la plupart du temps déjà venus. Il y a des exceptions, bien évidemment, comme Richard Anconina, par exemple, qui n'a jamais mis les pieds sur une scène de théâtre et qui viendra pour la première fois le faire ici à Antibes. Je dirais, il y a, si vous voulez, des amis, en fait, d'Antea. Tous ces gens sont des amis d'Antea qui viennent et qui ont envie que Antea reparte très fort et reste comme ça, comme il est actuellement, dans les 5 premiers théâtres de France. Alors, parce qu'il y a encore des contraintes sanitaires pour vous qui s'appliquent, quelles sont-elles? Il y a encore une jauge dans la salle? Quelles sont les contraintes? Alors pour l'instant, on a une jauge de 65%. Le 1er juillet, on devrait passer à une jauge qui n'est plus calculée en pourcentage, mais en maximum de spectateurs, c'est-à-dire 1000 spectateurs. Pour une autre salle qui est de 1200, c'est encore, si vous voulez, une manière de limiter, bien évidemment, la jauge. Mais il y a bientôt l'espoir, si vous voulez, de voir cette jauge disparaître et qu'on puisse de nouveau travailler avec une jauge complète sur les 2 salles. Peut-être encore avec masque, mais je veux dire, voilà, l'espoir est là quand même fort et très présent de pouvoir accueillir tout le monde. Et puis il y a eu cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui, annoncée par le Premier ministre Jean Castex, c'est la fin du couvre-feu à 23h dès ce dimanche, donc avancé d'une dizaine de jours. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous? Ah oui, c'est une bonne nouvelle parce que, comme vous le savez, on a 2 restaurants dans le théâtre. On a 2 restaurants dans le théâtre et, si vous voulez, ces restaurants, dont celui sur la terrasse, qui, si vous voulez, est très ouvert et, je veux dire, en été, qui est très, très fréquenté. Et donc, on est très content de pouvoir, après les spectacles, réussir à avoir effectivement le public qui reste, qui parle avec nous, qui soit présent, je veux dire, au-delà des 23 heures actuellement. Voilà, eh bien, le message est passé, on a compris, on viendra vous voir, on viendra voir jouer vos pièces au théâtre Antea à Antibes dans les mois qui viennent. Merci Daniel Benoît de nous avoir présenté cette belle programmation ce soir. Merci à vous. Dans un instant, nous allons accueillir l'invité du Grand Direct pour parler des premiers secours. Mais d'abord, nous allons aller du côté de Cannes. À Cannes, où les pompiers, justement, proposent régulièrement des formations gratuites, ouvertes à tous, sur la plage. Ça se passait ce matin en bord de mer. Petits exercices autour de la pratique du massage cardiaque. Alexis Ricard. Nous, les pompiers, mais combien de temps arriver d'après vous? 10 minutes. 10 minutes, magique, parfait. On a environ 10 minutes d'intervention. C'est ce que nous donne le délai légal, environ dans les 10 minutes. Si jamais une personne reste 10 minutes sans être massée, elle aura perdu combien? 70% de ses capacités. Agir au plus vite, c'est le message simple que rappellent les pompiers aux passants. Pour s'en convaincre, un exemple récent, le joueur danois Eriksen en plein malaise cardiaque lors d'un match de football. Vous avez vu qu'il est en vie aujourd'hui, en bonne forme, qu'il est en visio avec ses camarades. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de temps perdu. Il a eu 23 secondes pour que soit débuté le massage cardiaque et la défibrillation a suivi. L'atelier du jour a rencontré un franc succès et justement, les participants ont parfois peur de mal faire ou de ne pas être légitimes pour débuter le massage cardiaque. Déjà, on essaye de dédramatiser la situation et de dire que c'est accessible à tout le monde d'appuyer au milieu de la poitrine. On essaye de leur montrer la facilité d'un geste de secours. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande aux gens, c'est qu'ils ne réfléchissent pas. Ils voient une personne qui est allongée par terre, qui est inconsciente, qui ne respire pas ou qui respire très très mal, ou ils ont un gros doute, ils appuient au milieu de la poitrine vite et fort. C'est une très bonne idée et je pense qu'il faudrait le faire partout. Oui, ça peut sauver une vie quand même. Ça sauve une vie, c'est très important. Un travail de fond essentiel pour faire du témoin le premier maillon de la chaîne de secours. En France, le taux de survie à un arrêt cardiaque n'est que de 7% environ, alors que des pays nordiques atteignent les 30% grâce à une population mieux formée. Je pense que ne l'avoir jamais fait, avoir peur de mal faire, reste encore un gros frein. Et dès lors qu'on a eu les premières sensations de massage sur des mannequins, une initiation des gestes et des bons gestes, on peut augmenter les taux de succès et les chances de survie. Le numéro universel d'urgence reste le 112. Depuis peu, une application appelée Staying Alive permet de porter secours à proximité en cas de besoin. Et on en parle avec Jérémy Crinchamp. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la protection civile des Alpes-Maritimes. On l'a vu il y a quelques jours, il y a ce joueur de foot danois, Eriksen, qui a fait un accident cardiaque pendant un match. Donc évidemment, ça a donné lieu à des images terribles. Mais ça a aussi eu
un bon côté, si l'on peut dire, c'est que ça a ramené ce sujet sur le devant de la scène. Ça a rappelé finalement que peut-être trop peu d'entre nous aujourd'hui étaient formés aux gestes de premier secours. Oui, c'est toujours le problème. Les gestes de premier secours, c'est encore un défaut en France. Il faut qu'on améliore ça. Avec le sujet qu'on vient de voir, effectivement, on voit qu'il y a des actes de prévention qui sont faits, mais il faut passer à l'action. Et aujourd'hui, il y a des solutions dans les formations. Les gestes qui sauvent, qui sont une initiation de 2 heures, donc en 2 heures, on peut déjà arriver à faire quelque chose de très correct. Et puis le PSC1, le premier secours civique de niveau 1, qui permet de se former en une journée au premier secours. Alors là, on le voyait dans le sujet, il y a quelque chose qui revient souvent, les gens ont peur de mal faire, c'est-à-dire de voir un geste dangereux. Peut-on avoir un geste dangereux lorsqu'on improvise un massage cardiaque ? C'est toujours la peur et la crainte des gens, hein. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cerveau, finalement, il faut qu'il soit irrigué et qu'à un moment donné, le geste premier, c'est de masser. Si notre cerveau, enfin notre cœur n'est pas massé, le cerveau ne sera pas irrigué. Donc il n'y a pas de mauvaise chose de masser quoi qu'il arrive. Effectivement, et je vais être un peu peut-être violent, mais on cassera une côte, on cassera un os peut-être, mais en tout cas on sauvera la vie de la personne. Alors ça veut dire que ce soir le message à envoyer, c'est que même si pour l'instant on n'est pas encore formé au premier secours, si quelqu'un fait un accident cardiaque, on peut quand même masser, il faut quand même toujours mieux masser que ne rien faire, même si on n'est pas correctement formé. Oui, on le voit que de toute manière, c'est le massage, et on l'a vu aussi, mais bon, c'était quand même des professionnels qui l'ont réalisé sur le match de foot dont vous avez parlé. Mais globalement, quand on intervient très très vite, on a plus de chances de sauver la personne, c'est un fait. Et aujourd'hui, on a vu, il y a des applications aussi qui existent pour aider les personnes à masser, même si elles ne sont pas totalement formées. Et puis, bien évidemment, rejoindre des formations de premier secours, comme on dispense à la protection civile, par exemple. Oui, alors comment ça se passe ? Si demain, moi, je veux faire une formation de premier secours, bon, par exemple, j'habite pas au bord de la plage, je peux pas aller le faire à Cannes. C'est quoi la solution la plus simple pour le faire ? Bon, il y a une solution simple. Pour nous, à la protection civile, on a un site internet national, une plateforme, formation au pluriel .protection-civile.org, qui permet de repérer très rapidement une formation près de chez soi. On s'inscrit en ligne et puis on rejoint un centre pour faire une formation. C'est hyper rapide, ça prend quelques secondes et c'est utile, vous l'avez dit. C'est toujours gratuit, on imagine ? Non, c'est pas toujours gratuit, les formations au premier secours, c'est important de le savoir, notamment pour nous, association agréée de sécurité civile. On est une association agréée de sécurité civile avec des bénévoles, donc pour payer nos tenues, pour payer notre fonctionnement. Votre travail de bénévole. Et puis c'est payant. Alors c'est la formation PSC1, c'est variable, mais c'est autour d'une 60aine d'euros. Et puis l'initiation aux gestes qui sauvent, par contre, la formation de 2 heures peut être dispensée de manière gratuite ou beaucoup moins chère selon ce qu'on veut faire, ou dans les écoles par exemple, ou dans les organismes scolaires. Alors justement, dans les écoles, il n'y a aucune limite d'âge pour se former au premier secours ? Sur l'initiation aux gestes qui sauvent, on peut commencer assez tôt, autour d'une dizaine d'années, on peut commencer à se former. Après, c'est sûr que si on commence à vouloir aller plus loin dans les niveaux de secours, forcément, il va falloir avoir un âge un peu plus avancé. Alors, il y a le massage cardiaque, évidemment, mais est-ce qu'on apprend d'autres gestes dans ces formations ? Oui, dans l'initiation aux gestes qui sauvent, donc la petite formation de 2 heures, on a des gestes qui sont liés un petit peu à ce qu'on a connu en France assez récemment, à savoir les attentats, donc des gestes qui étaient un peu bannis jusqu'à maintenant, comme par exemple le garrot. Voilà, donc on apprend dans l'initiation gestes qui sauvent. L'idée, c'est de pouvoir avoir un maximum de personnes initiées pour pouvoir agir vite dans ces cas-là. Et puis, dans les formations au premier secours de niveau 1, par exemple, là, on arrive à d'autres gestes, comme des méthodes qu'on connaît. Si on s'étouffe, par exemple. Voilà, exactement, d'autres méthodes. Voilà, ça dure 7 heures, donc forcément, on a plus le temps de former. D'accord. Une dernière question sur le massage cardiaque que je n'ai pas pensé de vous poser. Comment repérer les symptômes quand on n'est pas médecin, évidemment ? Comment repérer qu'une personne s'apprête à faire un malaise cardiaque ? Je pense par exemple aux symptômes qui peuvent en plus beaucoup différer entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a des gestes, il y a des signes avant-coureurs ? Le signe avant-coureur, non, c'est très rapide. Si vous tombez sur un cas comme ça, vous allez le savoir très rapidement. Évidemment, l'inconscience, c'est un premier cas. Et puis le fait de ne pas forcément respirer. On peut être aussi en arrêt cardiaque et en respirant aussi. Donc ça peut être identifié. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut masser quand il y a un arrêt cardiaque. Donc c'est la règle de base. Masser et bien entendu appeler le SAMU immédiatement. Lorsqu'on est bénévole de la protection civile, j'imagine qu'il y a aussi d'autres missions, en particulier pendant l'été, avec l'arrivée des touristes. Quelles sont vos autres missions au quotidien ? Oui, la protection des Alpes-Maritimes est particulièrement mobilisée pendant la période estivale, notamment sur ce qu'on appelle les dispositifs prévisionnels de secours. Donc, dans tous les événements où vous allez souvent voir des bénévoles de la protection civile
civile, c'est en gros une équipe de secours qui est prépositionnée dans un événement. On a aussi la gestion de certaines handiplages, comme à Cannes-sur-Mer, où on gère donc la handiplage au quotidien depuis le 15 juin, donc ça va se perdurer jusqu'en septembre. De la formation aux premiers secours, évidemment, et puis toujours du soutien aux populations. On est toujours mobilisé et mobilisable en cas d'alerte majeure sur le département, notamment les incendies, par exemple, où on pourrait assister la population, mettre en place des centres d'hébergement d'urgence, par exemple, pour les héberger si jamais on devait les évacuer. Est-ce que vous avez des craintes aussi dans ce contexte un peu post-Covid, avec un fort afflux de vacanciers français qui vont moins partir à l'étranger, etc. Il va y avoir beaucoup de monde cet été, en particulier sur la Côte d'Azur. Est-ce que ça suscite des craintes ou une préparation particulière avant cette période ? Alors c'est vrai que depuis un an, il y a encore également cette crise qui se rajoute à nos missions quotidiennes. Donc c'est vrai que ça va générer énormément de craintes par rapport à ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'on va avoir une activité estivale plus l'activité qu'on a déjà depuis un an. Néanmoins, on continue nos missions de médiation de lutte anti-Covid dans certaines communes du département, de dépistage massif, c'est toujours d'actualité, et puis d'aide aux centres de vaccination. Donc nos bénévoles restent mobilisés, la protection civile des Alpes-Maritimes reste mobilisée. Donc pas de vacances pour la protection civile cet été. Merci beaucoup Jérémy Cruchant de la protection civile des Alpes-Maritimes d'avoir été notre invité ce soir. Et puis sur la plage, on peut s'entraîner au massage cardiaque, on l'a vu, mais on peut aussi trouver un job. Et oui, l'idée peut paraître incongrue. Pourtant, un club d'entreprise organisait aujourd'hui une session de recrutement sur la plage du Prado à Marseille. L'occasion pour des demandeurs d'emploi de rencontrer des recruteurs en toute décontraction. Yann Telcriado. C'est un cadre idyllique. Pourtant, ce mercredi sur les plages du Prado, l'heure n'était pas au farniente. Plus de 300 demandeurs d'emploi se sont succédés pour la 3e édition du Crépitour. Un rassemblement organisé par les clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion. L'objectif, repérer des candidats en dehors des circuits de recrutement classiques. Ils se présentent avec des CV et puis ils rencontrent les recruteurs et on espère que ça va matcher. Les années précédentes, on a eu jusqu'à 50% de candidats qui ont trouvé une solution à l'emploi ou à la formation. Une aubaine pour les demandeurs d'emploi malgré le contexte sanitaire. C'est vraiment génial parce que ça permet à tous les jeunes de trouver un travail et c'est beaucoup plus facile parce que déjà que c'est difficile de trouver un travail et d'aller chercher un travail. Du coup ici ils nous les offrent un peu quand même, du coup c'est plutôt facile. Depuis la crise, il y a plus tendance à licencier qu'à embaucher, donc cette initiative est vraiment... En fait j'ai pas de qualification, du coup c'est un peu plus dur, mais bon. Et là je me dis que peut-être il y a moyen parce qu'ils ont l'air un peu accessibles. Et c'est un peu préparé pour les jobs étudiants. Hôtellerie, BTP, petite enfance. Au total, 27 entreprises partenaires ont donné rendez-vous aux demandeurs d'emploi. Des rencontres informelles également bénéfiques pour les recruteurs. C'est l'aubaine, on va dire. C'est job d'été à gogo. Donc les personnes qui ont envie de trouver un emploi, une petite mission ou un petit moment avec nous, c'est les bienvenus. Surtout ce qui est important, c'est le suivi derrière, puisque après on va relancer les candidats avec la boîte à CV. On va pouvoir piocher là-dedans les candidatures qui nous intéressent, nous les partenaires. On a une ville qui est engagée, nous sommes là pour soutenir et participer aussi au maximum. Beaucoup de candidats motivés aussi et certains qu'on va certainement rappeler tout à l'heure pour pouvoir leur proposer du travail. Lors de la dernière édition, sur plus de 1000 entretiens réalisés, 10% ont abouti à des offres d'emploi. Tout de suite, la seconde partie du Grand Direct. Pour vous informer au plus près de chez vous. Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports.
À la une ce soir, le masque en extérieur ne sera plus obligatoire à partir de demain et le couvre-feu à 23h prendra fin dimanche. Annonce de Jean Castex. Aujourd'hui, première réaction place Masséna à Nice dans ce journal. Le recours contre Thierry Mariani jugé irrecevable aujourd'hui par le tribunal judiciaire d'Avignon, jugé hors délai. Il avait été déposé par des élus Les Républicains au motif que la tête de liste RN pour les régionales n'aurait pas de domicile réel dans la région. Et puis cette coupure d'eau géante dans certains secteurs de la métropole niçoise en cause de gros travaux sur un réservoir d'eau potable. Des distributions d'eau étaient organisées. Ça y est, demain, nous pourrons tomber le masque en extérieur. Annonce de Jean Castex aujourd'hui, le Premier ministre, qui a également annoncé la fin du couvre-feu pour dimanche. Des mesures prises un peu plus tôt que prévu en raison de l'amélioration rapide de la situation sanitaire. Détail et première réaction à Nice avec Kelly Vargin. Comme vous pouvez le voir derrière moi, certains ont déjà anticipé la mesure et ont retiré leur masque car il fait encore très chaud à cette heure-ci. Le Premier ministre l'a donc annoncé, la situation sanitaire s'améliore et s'améliore même plus vite que prévu. La France est repassée sous la barre des 2000 malades du Covid hospitalisés dans les services de réanimation. C'est une première depuis la mi-octobre de l'année dernière. Le nombre de nouveaux cas baisse également aux environs de 3000 contre 15 000 le mois dernier. Et c'est tout ça qui a encouragé finalement le gouvernement à alléger les mesures. Le port du masque donc qui ne sera plus obligatoire à partir de demain en extérieur. Il faudra tout de même rester vigilant, ne pas hésiter à le ressortir s'il y a beaucoup de monde autour de vous, par exemple dans les ruelles du Vieux-Nice ou sur les marchés. L'autre grande annonce, c'est la fin du couvre-feu. Il reste maintenu jusqu'à samedi 23h et puis dimanche, vous pourrez vous balader sans regarder votre montre. Des mesures plutôt bien accueillies ici à Nice. J'ai déjà anticipé, ça me paraissait assez logique vu les résultats, les derniers chiffres. Étant vaccinée, ma famille aussi, du coup le masque en extérieur pour moi me paraît complètement aberrant. C'est cool, hein. Moi je suis contente. Avec la chaleur et tout, ça devenait lourd quoi. On va pouvoir remettre du rouge à lèvres et en profiter. Est-ce que c'est pas trop tôt? Une pandémie, ça dure 3 ans. Je suis pas d'un naturel pessimiste, mais je suis prudente. Vraiment, l'été, on a envie de se retrouver, de vivre un peu et c'était attendu et donc on est content que ce soit avancé. Et se dire on rentre quand on veut, quand on a envie. Et ici, on profite de ce dernier jour avec ou sans le masque, en musique, avec un petit concert juste derrière moi. Le recours déposé par des élus LR contre Thierry Mariani a été jugé irrecevable tout à l'heure. Le tribunal judiciaire d'Avignon a en effet établi que ce recours avait été déposé hors délai. Des élus demandaient la radiation de la tête de liste pour les régionales en PACA au motif qu'il n'aurait pas de domicile réel dans la région. Valentin Rodriguez. C'était le grand absent de la journée. Pourtant, au cœur de l'affaire, le tribunal d'Avignon examinait la requête déposée contre le candidat RN Thierry Mariani pour domiciliation douteuse. Dans son camp, on parle d'une non-histoire. Il a un bail qui est signé d'une personne qui existe et ce bail concerne un appartement dans lequel il vit quand il est sur Avignon. Voilà. Donc là où il parle d'un faux bail, c'est parce qu'ils se sont trompés d'appartement, ils ont envoyé un huissier de justice au mauvais endroit qui a décrit un appartement qui n'a rien à voir avec celui décrit dans le bail et donc fatalement il vient vous parler d'un faux bail. Ils se sont trompés dans les délais pour déposer leur requête et ils se sont également trompés dans l'appartement de mon client. Effectivement, ça fait beaucoup. Le Airbnb loué au cœur d'Avignon par Thierry Mariani est-il ou pas sa résidence principale? À cette question, la justice ne se prononce pas. Les magistrats ont jugé irrecevable la requête car déposée hors délai. Pour rappel, les militants LR l'ont formulée 8 jours après la publication des listes électorales, soit 24 heures trop tard selon la loi. Et nous sommes à 4 jours maintenant du premier tour des régionales. La soirée électorale, ce sera à vivre sur notre antenne le soir du premier tour. Puis il y aura le débat de l'entre-deux tours en PACA. Ça se passera ici sur l'antenne d'Azur TV qui bientôt deviendra BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. 3 nouvelles chaînes toujours plus proches de vous. Rendez-vous donc pris le jeudi 24 juin de 8h30 à 9h30 pour ce débat de l'entre-deux tours. Il sera présenté par Jean-Jacques Bourdin. Alors ce soir, on continue de vous présenter les différentes listes candidates pour ces régionales. Jean-Marc Chipot pour la liste souverainiste Debout la France.
Ce qui nous porte aujourd'hui, moi je suis secrétaire départemental de Bout-la-France, je vais peut-être avoir un petit mot politique. Nous on représente en fait ce courant qui était incarné par le RPR dans les années 80-90. Nous on n'a jamais changé de boutique en fait, on est toujours resté sur les mêmes valeurs et on essaye de porter ces valeurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement déstabilisés par les arrangements entre les petits partis. Quand on voit que M. Muselier intègre des marcheurs dans sa liste, que Christian Estrosi, qui est chef de file pour Muselier dans les Alpes-Maritimes, lui-même est un ardent défenseur d'Emmanuel Macron, on n'y comprend plus rien. Jusqu'à récemment, Jean-Marc Governatori, qui attend même plus, lui, les résultats du premier tour pour annoncer son ralliement déjà. C'est du jamais vu. Avant Fillon, au moins, il avait attendu 10 minutes après les résultats de 2017. Non, Governatori, il y va tout de suite. Donc c'est pas compliqué. Et en face, vous avez Mariani, c'est les M&M's. Donc ils viennent tous du même camp. Ils étaient directeurs de campagne les uns pour les autres. Ça fait 25 ans qu'ils se présentent l'un et l'autre à la région. C'est plus possible. Donc si vous voulez une réelle alternance à droite, nous on incarne les valeurs de la droite traditionnelle, la droite des gens qui se lèvent tôt, des indépendants, des chefs d'entreprise, ceux qui ont cru au message de Sarkozy en 2007 qui voulait travailler plus pour gagner plus. Voilà. Nous c'est ce qu'on incarne. C'est des gens de terrain, des gens qui savent de quoi ils parlent, des gens qui vivent les promesses qu'ils font. Non, nous on promet moins, mais on fait. Voilà. Les abstentionnistes sont eux qui ont les clés du scrutin entre les mains. Il faut savoir que lorsque vous avez 25% de participation, comme ça a été le cas lors des dernières élections législatives partielles du début du mois, chaque voix d'abstentionniste compte triple. Donc voilà, c'est de la mécanique électorale. Si les abstentionnistes vont voter, ils peuvent renverser la table. Le maire de Sanary-sur-Mer était jugé en appel aujourd'hui devant la cour d'Aix-en-Provence, la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En première instance, Ferdinand Bernard avait été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois ferme, pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme. Précision sur place de Thomas Bernab. Deuxième jour de procès pour Ferdinand Bernard, le maire de Sanary. En septembre 2020, il est condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois ferme, 5 ans d'inéligibilité et se voit confisquer plusieurs biens immobiliers. Les chefs d'accusation retenus à l'époque sont nombreux et variés. Détournement de fonds publics, usage d'un véhicule professionnel à des fins personnelles ou encore prise illégale d'intérêt et favoritisme. L'élu de 69 ans et maire de sa commune depuis 1989 avait fait appel de sa condamnation à l'époque, ce qui lui avait permis de rester à la tête de sa mairie et de mettre en attente toutes les procédures à son encontre. Les plaidoiries se sont éternisées toute la journée et étaient assez animées. Malgré la présence de ses 2 avocats, Ferdinand Bernard a assuré presque tout seul sa défense, donnant parfois lui-même les pièces du dossier à la présidente du jury. Pour le moment, le jugement n'est pas encore tombé. Et puis en bref, hier soir, la gare Saint-Charles à Marseille a été bloquée pendant plusieurs heures après une intervention de police dans un TGV en provenance de Nancy et à destination de Nice. Elle a interpellé un individu potentiellement menaçant pour les autres passagers. Tout le train a fait l'objet ensuite de vérifications. Il n'y a pas eu de blessés. Plusieurs quartiers de la métropole de Nice privés d'eau courante aujourd'hui en raison de gros travaux sur le réservoir de Villefranche. Ce matin, les habitants ont pu se ravitailler en eau potable. Marie Giusto. Vous habitez le quartier ? Oui. Vous avez l'eau coupée ? Oui. Allez. Allez, ouvrez le coffre. Ah, je me charge. Je mets maintenant parce que le coffre, déjà, je suis allée faire mes courses en attendant parce que j'étais là à 9h. C'est comme par famille, hein ? D'accord, c'est bon. Il assure la distribution d'eau potable dans le quartier de l'Observatoire. Ce mercredi matin, Jean-Claude donne à chacun des riverains 6 bouteilles d'eau minérale. Durant 24 heures, certaines zones de la métropole seront privées d'eau potable en cause des travaux de la régie Eau d'Azur pour augmenter la capacité des réservoirs. La Générale des Eaux, Eau d'Azur, est en train de rénover un capteur d'eau en haut pour passer la capacité de réserve à 7500 mètres cubes, ce qui est énorme. Et de ce fait, ils ont dû couper l'eau depuis ce matin 9h jusqu'à demain matin 9h. Pour ne pas manquer d'eau, les habitants de ces quartiers ont pu se fournir aux points de distribution comme ici, au col des 4 chemins. C'est surtout pour se laver et la vaisselle, éventuellement cuire des choses aussi, des pâtes, voilà. Je fais des provisions d'eau quand même, mais bon, pour se laver les mains, je me suis levée avant. Dès 9h ce matin, les premiers riverains sont venus chercher leur pack. Certains avaient encore de l'eau à 11h, mais ils sont venus pour anticiper après l'appel de la régie Eau d'Azur. Pour être certaine qu'on ne soit pas embêté avec tout ça. Ne serait-ce qu'un pack d'eau. Les communes touchées, Nice, Villefranche-sur-Mer, La Trinité, Èze ou encore Cap-d'Aille pourront retrouver un réseau d'eau normal demain à 9h.
Et demain, c'est le jour J, ça y est, pour les bacheliers des filières générales. Un bac 2021 encore très perturbé, on le sait, par la crise sanitaire. Ils vont donc passer l'épreuve de philo, seule épreuve en présentiel avec le grand oral. Et pour la philo, seule la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve sera retenue. Un choix que regrette le syndicat d'enseignants SNES-FSU. Selon les établissements, les pratiques ont été différentes et certains élèves ont eu la moitié des heures de cours. D'autres ont eu toutes leurs heures de cours, mais avec éventuellement des absences liées à la maladie. Donc les conditions de préparation ne sont pas du tout optimales. Et les décisions qui ont été prises très tardivement par le ministère de permettre aux élèves de garder la meilleure des deux notes entre l'épreuve de demain et les notes de contrôle continu a aussi beaucoup compliqué les dernières semaines parce que pour les élèves, c'était très démobilisateur. Une partie de nos élèves sait déjà qu'avec leur moyenne de contrôle continu, ils ont le baccalauréat, en philosophie en tout cas. Et donc c'est très difficile quand on a 17 ou 18 ans de se dire qu'on va réviser sérieusement et pendant 4 heures, vraiment donner le meilleur de soi-même. On s'attend un peu à trouver toutes sortes de choses dans les copies parce que certains élèves vont se retrouver devant une copie tout en sachant qu'ils ont déjà une très bonne note dans leur moyenne et que ce sera peut-être l'occasion de s'amuser un petit peu. On a vraiment le sentiment qu'on nous oblige à faire semblant et qu'on oblige aussi une grande partie de nos élèves à faire semblant. Et c'est vraiment un problème quand on parle d'une chose aussi sérieuse que le baccalauréat. Le département des Bouches-du-Rhône est toujours placé en alerte niveau 2, pollution de l'air à l'ozone. Les mesures en vigueur sont maintenues, notamment l'abaissement de la vitesse de circulation de 20 km/h sur toutes les routes, mais aussi la gratuité de stationnement pour les Marseillais. Cet épisode, en tout cas, est favorisé par les conditions météo. C'est donc une météo qui va être avec des conditions assez stables, donc un vent faible, qui va faire qu'on va avoir une accumulation de ces précurseurs d'ozone. Et ensuite, on va avoir des températures importantes et un fort ensoleillement qui vont effectivement favoriser les phénomènes de photochimie. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. À la une ce soir, le masque en extérieur qui ne sera plus obligatoire à partir de demain et le couvre-feu à 23h prendra fin dimanche, 10 jours plus tôt que prévu. Annonce de Jean Castex aujourd'hui qui justifie ses décisions par l'amélioration rapide de la situation sanitaire. Le recours contre Thierry Mariani jugé irrecevable par le tribunal judiciaire d'Avignon, jugé hors délai, il avait été déposé par des élus les Républicains au motif que la tête de liste Rassemblement National pour les régionales n'aurait pas de domicile réel dans la région. Et puis plusieurs quartiers de la métropole de Nice privés d'eau courante, aujourd'hui en cause de gros travaux sur le réservoir d'eau de Villefranche. Pourquoi ne pas profiter de ces vacances pour se former au premier secours ? À Cannes, les pompiers proposent régulièrement des formations gratuites et ouvertes à tous sur la plage. Ce matin, ça se passait en bord de mer. Petit exercice autour de la pratique du massage cardiaque. Alexis Ricard. Nous, les pompiers, mais combien de temps arriver d'après vous ? 10 minutes. 10 minutes, magique, parfait. On a environ 10 minutes d'intervention. C'est ce que nous donne le délai légal, être environ dans les 10 minutes. Si jamais une personne reste 10 minutes sans être massée, elle aura perdu combien ? 70% de ses capacités. Agir au plus vite, c'est le message simple que rappellent les pompiers aux passants. Pour s'en convaincre, un exemple récent, le joueur danois Eriksen en plein malaise cardiaque lors d'un match de football. Vous avez vu qu'il est en vie aujourd'hui, en bonne forme, qu'il est en visio avec ses camarades. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de temps perdu. Il a eu 23 secondes pour que soit débuté le massage cardiaque et la défibrillation a suivi.
L'atelier du jour a rencontré un franc succès et justement, les participants ont parfois peur de mal faire ou de ne pas être légitimes pour débuter le massage cardiaque. Déjà, on essaye de dédramatiser la situation et de dire que c'est accessible à tout le monde d'appuyer au milieu de la poitrine. On essaye de leur montrer la facilité d'un geste de secours. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande aux gens, c'est qu'ils ne réfléchissent pas. Ils voient une personne qui est allongée par terre, qui est inconsciente, qui ne respire pas ou qui respire très très mal, ou ils ont un gros doute, ils appuient au milieu de la poitrine vite et fort. C'est une très bonne idée et je pense qu'il faudrait le faire partout. Oui, ça peut sauver une vie quand même. Ça sauve une vie, c'est très important. Un travail de fond essentiel pour faire du témoin le premier maillon de la chaîne de secours. En France, le taux de survie à un arrêt cardiaque n'est que de 7% environ, alors que des pays nordiques atteignent les 30% grâce à une population mieux formée. Je pense que ne l'avoir jamais fait, avoir peur de mal faire, reste encore un gros frein. Et dès lors qu'on a eu les premières sensations de massage sur des mannequins, une initiation des gestes et des bons gestes, on peut augmenter les taux de succès et les chances de survie. Le numéro universel d'urgence reste le 112. Depuis peu, une application appelée Staying Alive permet de porter secours à proximité en cas de besoin. Voilà, on va rester en mer. En tout cas, là, on était sur la plage, on va prendre le large puisque depuis octobre 2020, les zones de mouillage autorisées sont davantage encadrées. Ces nouvelles réglementations se sont ajoutées à la crise sanitaire et donc ont beaucoup inquiété ces derniers mois les professionnels du tourisme, les acteurs économiques également du yachting. Et nous sommes ce soir en direct avec Céline Richaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Riviera Yachting Network, c'est une association. Alors, je crois que les restrictions ont encore été davantage durcies dans le Var. Déjà, est-ce que vous me confirmez? Et quelles sont ces nouvelles restrictions? Alors, c'est au-delà du Var, c'est carrément sur le littoral de la région. Donc, ça comporte les Alpes-Maritimes, le Var, bien sûr, les Bouches-du-Rhône. Donc ces restrictions sont liées à l'interdiction du mouillage des navires qui font plus de 24 mètres, puisque à aujourd'hui, ils ont des zones qui sont très, très limitées et qui représentent, si on prend une carte, des petits confettis sur le littoral pour qu'ils puissent mouiller en dehors des posidonies. Alors, il y a de plus en plus de plaisanciers à l'approche de l'été. Tous les ans, c'est la même chose en Méditerranée. Est-ce que tout de même, il n'y avait pas un problème avec une affluence trop importante de gros bateaux trop près des côtes? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème avec cela? Alors, des gros bateaux, il y en a déjà. Il faut entendre par gros bateaux les navires qui font au-delà de 40 mètres. Les bateaux de moins de 40 mètres sont obligés de s'approcher des zones pour se mouiller dans des fonds qui sont beaucoup moins profonds. Ils ne peuvent pas décemment se mouiller dans des zones qui sont trop éloignées parce qu'ils n'ont pas les chaînes et les ancres qui sont suffisamment lourdes et grandes. Et on peut l'entendre. Donc en fait, c'est quoi? C'est un problème d'infrastructure peut-être? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouée adaptée plus au large pour ces bateaux? Est-ce qu'avec certaines infrastructures, on pourrait permettre à ces bateaux de plus de 24 mètres, qui ne sont pas non plus des bateaux gigantesques, de pouvoir s'amarrer convenablement plus au large? Alors, il y a des possibilités d'aménager par des corps morts les zones. Pour ça, il faut bien sûr des autorisations. On a la possibilité, avec l'appui d'un industriel, de nous mettre à disposition une dizaine de corps morts. La Marine nationale propose, elle également, d'accompagner en mettant des caissons à disposition. Mais pour ça, il faut des autorisations. Là, c'est un petit peu abrupt et rapide d'interdire sans qu'on ait les autorisations de pouvoir mettre à disposition ces corps morts. Alors, 10 corps morts, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, ça ferait un geste qui permettrait de déjà démarrer et d'accompagner les bateaux de plus de 24 mètres sur le mouillage. Alors, les acteurs économiques ont beaucoup protesté contre cette règle ces derniers mois. Pour qu'on comprenne bien quel problème ça pose, est-ce qu'il y a du coup des bateaux charters qui sont proposés à la location qui ne peuvent peut-être plus travailler comme avant avec cette règle?
Alors, il faut savoir que la majorité de ces bateaux sont aujourd'hui rattachés au commerce. Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment une activité professionnelle. C'est une vraie économie au milieu de tout ça. Il y a l'économie de la réparation navale, donc, sur lequel tous les chantiers qui sont sur notre littoral en subissent les conséquences, mais pas que. Il y a aussi l'activité locale, l'utilisation du navire, où il y a une économie avec les commerces locaux au quotidien. Donc il y a vraiment toute une économie qui fait que cette activité est en péril, en fait. D'accord. Donc, si je résume votre propos, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a aussi des emplois potentiellement en jeu derrière. Est-ce que vous savez déjà s'il y a des bateaux de plus de 24 mètres qui ne seront pas en Méditerranée cet été, qui vont changer de port d'attache ? Alors, il y en a déjà qui, petit à petit, commencent à partir. Après, on ne peut pas dire que c'est une exode. Voilà, ce serait faux de dire que c'est une exode radicale. Mais effectivement, sur les pays limitrophes, ne serait-ce que l'Espagne, l'Italie, et en allant un petit peu plus loin vers la Croatie, la Grèce, les contraintes ne sont pas les mêmes. En tout cas, ils ont bien évidemment des contraintes, mais il y a soit des moratoires qui sont mis en place, soit des accompagnements qui permettent qu'ils naviguent plus sereinement. Après, l'idée, c'est pas d'aller contre ça, c'est de dire peut-être, dans un premier temps, de passer de 24 mètres à 30 ou 40 mètres, parce que c'est ces bateaux-là qui ont besoin de mouiller plus près des côtes, et ils ne peuvent pas faire comme les très gros yachts qui, eux, là, pour le coup, s'éloigner des côtes, ils ont bien évidemment l'ancrage et le mouillage qui va avec. Donc c'est peut-être de dépasser ce seuil de 24 mètres en l'apportant à 40 mètres qui permettrait déjà de donner un bol d'air. Et du coup, est-ce qu'il y a des discussions peut-être avec la préfecture maritime ? Est-ce qu'il y a des choses d'engagées sur le sujet ? Alors, il y a des discussions, elles sont pas encore abouti, on y travaille. L'idée, c'est qu'on se rapproche aussi des collectivités pour pouvoir être accompagnés en montrant à la préfecture maritime que voilà, on est prêt à faire quelque chose. Mais pour ça, il faut aussi qu'ils soient conciliants sur le fait de dire ok, ils vont jouer le jeu, on fait quelque chose. Nous, de notre côté, on assouplit la réglementation, au moins pour essayer de trouver une issue commune. Vous savez aussi bien que moi que c'est pas simple aujourd'hui de mettre en place des corps morts sans autorisation. On ne peut pas le faire. Il faut bien évidemment respecter un cadre. Et pour ça, là, la saison de cette année est quand même mise très en danger. Alors, on a du mal à se représenter, à voir ce que ça peut représenter en nombre de bateaux. Est-ce que ça concerne énormément de bateaux ? Parce qu'on pourrait se dire que, voilà, on pense souvent aux particuliers qui ont un yacht, on pense peut-être moins effectivement aux charters, aux bateaux de location, à toute cette économie autour. Est-ce qu'on a une idée, dans le Var ou sur la région, le long du littoral méditerranéen, combien de ces gros bateaux qui sont amarrés dans la région sont concernés par ces mesures ? J'aurais tendance à vous dire un chiffre qui va être erroné, donc c'est difficile pour moi de vous donner un chiffre, mais non, mais c'est pas grave, ne me donnez pas de chiffres si vous ne les avez pas, mais pour vous c'est de l'ordre de quelques centaines ? On s'approche du millier quand même, hein. D'accord, c'est pour avoir ça donne un ordre de grandeur en termes de nombre de bateaux concernés. Alors, les très gros bateaux vont être plutôt côté des Alpes-Maritimes, où effectivement là il y a plus de zones qui sont déjà sablonneuses et dédiées, et puis ça s'approche pas des côtes. J'insiste sur le fait de dire que la difficulté est sur les bateaux de 24 à 40 mètres. Oui, vraiment sur ces bateaux de taille qu'on pourrait dire intermédiaire. Alors après, j'aimerais bien qu'on revienne avec vous sur les raisons de ces mesures, puisque la raison, elle est notamment environnementale. On sait que les ancres des bateaux endommagent beaucoup les herbiers de Posidonie, endommagent le corail. Est-ce que vous êtes sensible à ce discours-là ? Est-ce que vous comprenez que ce soit extrêmement important aussi de préserver ces herbiers de Posidonie qui sont essentiels en Méditerranée pour la biodiversité ?
Mais bien évidemment, on n'est pas contre ça et bien évidemment, on a tous conscience que la protection environnementale est importante. Et c'est pour ça que la mise en place de ces coffres dits écologiques serait quand même une réelle expérimentation sur le littoral. C'est déjà le cas sur le parc national de Port-Cros. Oui, il faut l'étendre, mais à ce moment-là, il faut vraiment pouvoir et donner les autorisations et être accompagné par les collectivités pour pouvoir faire le nécessaire. Oui, il y a la question du financement, j'imagine, de ces infrastructures, de ces corps morts. Bien évidemment qu'on est complètement sensible. Oui, il y a le financement, mais pour autant, c'est pas complètement exclu que les yachts acceptent de participer à ça. Je veux dire, ça peut être sous forme de location, ça peut être. Mais après, il y a toute une mise en place, et cette mise en place, elle se fait pas rapidement. Alors plus largement, j'ai envie de vous poser une question beaucoup plus large. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement aussi trop de plaisanciers ? Puisque voilà, il y a une pression sur l'environnement méditerranéen qui est très forte. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas aussi un problème sur le nombre de plaisanciers ? Moi, je vais dire que tout n'est pas un problème. À un moment donné, c'est une vraie économie. Il faut aussi dire que c'est vrai que notre territoire est attractif, notre région est attractive. On la promeut très largement et une fois qu'on a mis ça en place, quand les gens sont là, on leur dit on n'en veut plus. Non, il ne faut pas oublier que d'un côté, on ne peut pas faire venir les gens, ou en tout cas leur faire voir que notre territoire est beau, que notre territoire il fait envie, qu'il fait soleil, qu'il y a plein d'attraits, et puis d'un autre côté, une fois qu'ils sont là, dire vous savez quoi, on vous en veut plus, on vous veut plus quoi en fait. Donc non, c'est pas cohérent. Il faut travailler à améliorer ça. Oui, c'est vrai. Effectivement, il y a moins de posidonie que ce qu'il y avait. On le constate, on en est conscient, mais il faut œuvrer pour que que ce soit pas incompatible, que les gens puissent naviguer, enfin les plaisanciers puissent naviguer. Et puis protéger notre environnement. Merci Céline Richaud. On a bien compris que c'était une équation difficile. Vice-présidente du Riviera Yachting Network, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Trouver un travail pendant ses vacances, l'idée peut paraître incongrue. Pourtant, vous allez le voir, un club d'entreprise organisait une session de recrutement aujourd'hui sur la plage du Prado à Marseille. L'occasion pour des demandeurs d'emploi de rencontrer des recruteurs en toute décontraction. Yann Talcriado. C'est un cadre idyllique. Pourtant, ce mercredi sur les plages du Prado, l'heure n'était pas au farniente. Plus de 300 demandeurs d'emploi se sont succédés pour la 3e édition du Crépitour. Un rassemblement organisé par les clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion. L'objectif, repérer des candidats en dehors des circuits de recrutement classiques. Ils se présentent avec des CV et puis ils rencontrent les recruteurs et on espère que ça va matcher. Les années précédentes, on a eu jusqu'à 50% de candidats qui ont trouvé une solution à l'emploi ou à la formation. Une aubaine pour les demandeurs d'emploi malgré le contexte sanitaire. C'est vraiment génial parce que ça permet à tous les jeunes de trouver un travail et c'est beaucoup plus facile parce que déjà que c'est difficile de trouver un travail et d'aller chercher un travail. Du coup ici ils nous les offrent un peu quand même, du coup c'est plutôt facile. Depuis la crise, il y a plus tendance à licencier qu'à embaucher, donc cette initiative est vraiment... En fait j'ai pas de qualification, du coup c'est un peu plus dur, mais bon... Et là, je me dis que peut-être il y a moyen, parce qu'ils ont l'air un peu accessibles. Et c'est un peu préparé pour les jobs étudiants. Hôtellerie, BTP, petite enfance. Au total, 27 entreprises partenaires ont donné rendez-vous aux demandeurs d'emploi. Des rencontres informelles également bénéfiques pour les recruteurs. C'est l'aubaine, on va dire. C'est job d'été à gogo. Donc les personnes qui ont envie de trouver un emploi, une petite mission ou un petit moment avec nous, c'est les bienvenus. Surtout ce qui est important, c'est le suivi derrière, puisque après on va relancer les candidats avec la boîte à CV. On va pouvoir piocher là-dedans les candidatures qui nous intéressent, nous les partenaires. On a une ville qui est engagée, nous sommes là pour soutenir et participer aussi au maximum. Beaucoup de candidats motivés aussi et certains qu'on va certainement rappeler tout à l'heure pour pouvoir leur proposer du travail. Lors de la dernière édition, sur plus de 1000 entretiens réalisés, 10% ont abouti à des offres d'emploi.
Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, une nouvelle heure d'information. Très belle soirée à tous. À demain.